Je m'appelle Guillaume et je suis l'homme à la jupe. Tout de suite, ça fait... dans mon podcast, je ferai un podcast et effectivement, ce sera l'homme à la jupe, mais pour l'instant, je ne suis que Guillaume. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne suis que Guillaume. Et du coup, eh bien, je vais me présenter avec des mots, parce que j'ai pas de meilleure manière de me présenter. Je suis bienveillant, c'est la première qualité que j'essaie de développer chez moi, c'est d'être bienveillant, d'être à l'écoute, c'est d'être respectueux envers les gens, etc. J'essaie de dégager ça de manière générale un petit peu tout le temps. J'adore également les jeux vidéo et les jeux et jouer de manière générale et partager avec les gens des jeux. Et j'aime beaucoup également raconter des histoires et partager des histoires, créer des histoires, des univers et des choses comme ça. Et donc, je dirais que je suis plutôt créatif. Et dans ma vie professionnelle, je suis Game Master en Escape Game, je suis également graphiste et je suis également conteur. Et je suis d'ailleurs aussi game designer depuis peu, puisque je suis en train de faire du game design actuellement. Bah, je vais le faire chronologiquement. Je crois qu'il y a plusieurs périodes dans ma vie. La première période de ma vie, c'était quand j'étais en primaire ou en maternelle. Enfin, en maternelle, je me rappelle pas, c'était il y a trop longtemps. Mais en primaire, tiens, par exemple, j'ai une anecdote. Quand j'étais en primaire, j'étais insupportable parce que je réussissais à faire les exercices qu'on me donnait plus vite que les autres. Et quand je me faisais chier parce que j'avais réussi trop vite, ça s'est vite perdu, hein, je suis pas un super intelligent. Quand je réussissais les exercices trop vite, je me mettais à grimper sur la table, à faire du bruit, à faire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Et un jour, mes profs et mes parents se sont mis d'accord pour dire que si je finissais mes exercices, eh ben, je pouvais me poser et écrire des trucs dans mon carnet ou dessiner ou quoi. Et du coup, je me mettais à écrire des histoires et j'étais ultra calme. Donc c'était parfait. Et du coup, j'ai écrit des histoires depuis que j'ai peut-être 5 ans ou 6 ans. Enfin bref, voilà, j'écrivais beaucoup de choses, je faisais beaucoup de choses. Et arrive la période du collège, la période que tout le monde aime, la période qui fait du bien à tout le monde, où j'ai été beaucoup... Enfin, on se moquait de moi, j'étais un peu le bouc émissaire, voilà, tout le monde se fichait de moi, j'avais perdu énormément d'estime de moi et de confiance en moi. Et, euh, et le collège, bah voilà, c'est la période où je créais moins, j'avais plus honte de ce que je faisais, où j'étais gêné, où enfin j'étais mal dans ma vie, etc. J'étais mal aussi avec mes parents. Et euh, et du coup, après, il y a eu le lycée, et le lycée, ça allait un peu mieux, et au fur et à mesure, ça a été un peu mieux, mais j'ai vraiment dû lutter pour me sortir de la période du collège. Et je dirais que j'ai commencé à vraiment aller mieux vers 24 ans, sachant que j'en ai 29. Et qu'à 29 ans, je continue à travailler un petit peu justement sur ma confiance en moi et tout ça. C'est pas totalement fini, mais je continue à travailler sur ça. Mais ça va beaucoup mieux. Et notamment, bah, un élément qui est assez représentatif de ça, c'est le fait que quand j'étais gamin, et ben j'adorais les fringues de, j'adorais pas les fringues de filles, j'adorais les mangas que ma sœur lisait. Et du coup, dans les mangas, les personnages féminins avaient des vêtements trop cool, des robes trop cool, des jupes trop cool, etc. Et du coup, et ben moi j'aimais bien ça. Sauf que du coup, bah, la société me faisait bien comprendre que c'était pas quelque chose de normal et d'acceptable. Et du coup, et ben je ne n'en parlais pas. Et quand arrivé à la période du collège, bah, j'en ai parlé encore moins, parce que c'était inconcevable déjà que tout le monde se foutait de ma gueule, que je partage ça avec qui que ce soit. Donc j'en ai partagé avec personne. Et je dirais 8 ans, depuis que j'avais 8 ans jusqu'à 24 ans, j'en ai parlé à personne. Et bouffait ça me bouffait, mais tellement, c'était une catastrophe. Et j'avais l'impression, surtout au début, j'avais l'impression que j'étais anormal, que c'était moi le problème, c'était quelque chose que je ne devais pas faire, qui était mauvais. Mauvais pour la société, mauvais pour moi, mauvais pour les gens. Et du coup, par exemple, alors ce que je vais dire là, ça me gêne un peu, mais c'est pas grave, je rentrais dans la chambre de mes sœurs, je piquais des fringues à mes sœurs, et je partais les mettre dans ma chambre, et après je les re-rangeais. En plus, je les rangeais très certainement très mal, parce que quand t'es mal dans ta peau, tu fais n'importe quoi et t'es très maladroit. Enfin bref, je suis sûr qu'elle le savait. Et du coup, eh ben, je me sentais extrêmement mal de faire ça. J'avais l'impression d'être un voleur, j'avais l'impression d'être un menteur, j'avais l'impression d'être monstrueux. Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être monstrueux. J'avais l'estime de moi zéro, quoi. Je pense que c'est parce que, ouais, parce que les autres, en fait, j'étais
peut-être atypique je sais pas ce que c'est être atypique et je sais pas ce que c'est être atypique à l'époque, mais effectivement j'aimais pas jouer avec les autres dans la cour de récré, j'aimais pas, d'ailleurs je préférais largement discuter avec les filles qu'avec les mecs accessoirement. Et du coup, j'aimais pas les trucs de mecs, les mecs qui parlaient que de cul de manière comme des beaufs déjà au collège. Enfin, c'était catastrophique. Ils aimaient bien jouer au foot, ils aimaient bien faire les kékés et montrer leur force, etc. Et c'était pas du tout quelque chose qui me parlait. Et du coup, je me faisais rejeter par eux. Et moi-même également, je disais non, mais de toute façon, ils sont trop nuls. J'ai pas envie de traîner avec eux. Donc, je me retrouvais tout seul, plus ou moins par choix et plus ou moins par dépit, et effectivement j'avais l'impression que le problème venait de moi, puisque tous les autres ils étaient tous ensemble et ils jouaient au foot tous ensemble, et donc moi j'étais tout seul, j'étais forcément celui qui avait tort, quoi. Si tout le monde me renvoyait le fait que j'étais bizarre et que j'étais louche, c'est que je devais être bizarre et louche. Quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, tu te dis que voilà. Alors déjà, effectivement, faut savoir aussi, je vais faire aussi un point sur le fait que j'avais fait des études. J'avais passé mon bac, et à la fin de mon bac, j'ai fait des études d'informatique que j'ai pas terminé, et j'ai fait ensuite des études de graphisme que j'ai terminé mais où j'ai pas eu mon diplôme. Donc je suis revenu chez moi en ayant extrêmement honte de moi et d'avoir raté mes études, et en ayant l'impression que mes parents ils m'aimeraient pas à cause de ça. J'avais un problème avec mes parents, enfin bref. Et du coup, j'ai passé 1 an et demi à chercher du travail, et ça faisait déjà un moment, mais pendant ces 1 an et demi, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur moi-même, et j'ai aussi, c'était très violent, hein, parce qu'au début, je me sentais vraiment comme une grosse merde, j'étais un assisté de la vie, je touchais le RSA alors que voilà, je faisais rien de ma vie, enfin bref, la joie. Et du coup, je regardais beaucoup aussi de vidéos sur le développement personnel, notamment les vidéos de Esther, notamment les vidéos de la carologie, ou les vidéos de Antithésie qui parlent d'agisme, et c'est la seule qui parle d'agisme, et j'adore quand elle parle d'agisme. L'agisme, pardon, les discriminations qui sont faites en fonction de l'âge de la personne, notamment considérer que les vieux, frontalement, considérer que les vieux ils servent plus à rien et que les gamins ils connaissent rien et qu'ils peuvent rien faire. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho à moi, qui m'aidaient à comprendre des choses, et notamment il y a un truc effectivement qui est super important, je pense, c'était que je comprenais mes émotions déjà. Quand tu comprends tes émotions, c'est beaucoup plus facile à gérer, voilà. Et je traînais en fait dans des milieux qui étaient beaucoup plus bienveillants, notamment grâce à Internet, ou notamment grâce au fait que j'avais quand même des amis qui étaient bienveillants. Je traînais dans des milieux où on commençait à parler d'homosexualité, d'homophobie, à parler de transidentité, à parler de toutes ces choses-là, qui me montrait déjà que j'étais pas tout seul à vouloir mettre des jupes, qui me permettait peut-être de savoir pourquoi est-ce que je mettais des jupes. En fait, aujourd'hui, je le sais, et ça n'a pas forcément plus d'importance que ça, mais je me considère comme un homme qui juste a envie de mettre des jupes parce que les jupes, c'est cool. Voilà, pour faire le point. Mais du coup, voilà, je rencontrais d'autres gens qui étaient pas juste des mecs qui jouaient au foot, etc., des gens qui étaient bienveillants, des gens qui étaient plus ouverts, qui étaient plus critique, enfin pas forcément critique, mais voilà, qui était dans une analyse, et une analyse souvent assez poussée et pertinente de la société. Une remise en question de la société et de la société dans son ensemble. Typiquement, par exemple, le sexisme. Si tu dis le sexisme, c'est juste des gens qui violent d'autres gens dans la rue, t'as pas compris ce que c'est le sexisme. À partir du moment où tu comprends que le sexisme c'est systémique et qu'il y a beaucoup plus d'implications que ça, tu remets beaucoup plus de choses en question et tu questionnes beaucoup plus de choses, et ça te permet effectivement de prendre beaucoup de recul. Typiquement ce genre de réflexion là. Alors au début c'était mes amis, des amis que je connaissais du lycée, notamment le lycée était une période beaucoup plus positive avec des gens beaucoup plus ouverts. J'ai l'impression que les gens au collège ils sont cons et que quand ils arrivent au lycée ils deviennent un peu plus intelligents. Je sais pas comment ça se fait, enfin bref, on s'en fout. mais notamment il y avait un truc qui m'avait, une anecdote qui m'avait beaucoup fait violence à l'époque. C'est un film qui s'appelle le Rocky Horror Picture Show. Et j'étais dans un groupe d'amis qui étaient beaucoup plus déconstruits que moi et qui appréciaient ce film. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais ce film, c'est un film qui est complètement fou, complètement what the fuck, avec un personnage
en fait, il y a deux personnages qui arrivent dans un endroit, je me rappelle même plus de l'histoire pour te dire, qui arrivent dans un endroit et qui sont justement une caricature un petit peu de la société, ultra fermée, ultra propre sur eux, machin. Et ils arrivent dans un endroit où il y a un personnage qui est complètement fou, qui fait n'importe quoi, qui met des robes, qui met des jupes, ils couchent tous ensemble, ils font n'importe quoi, enfin, ils font exploser tous les codes de la société. Et j'avais vécu ça comme une expérience extrêmement violente parce que justement moi je me sentais plutôt comme les deux mecs du début complètement qui étaient persuadés qu'ils étaient bien et qu'ils étaient normaux et que ceux-là ils étaient pas normaux. Et comme j'étais avec des amis et que mes amis ils étaient tous ok avec le fait que ce film il était trop bien et que ce personnage complètement fou il avait totalement raison, et que moi dans ma tête je me disais mais non il a pas raison, il est fou ce personnage. Et ça pendant 2 semaines j'ai beaucoup cogité dans ma tête et je me sentais en décalage complet avec mes amis. Et justement, le fait d'avoir eu ces amis-là et d'avoir vu ce film, ça m'a vraiment remis en question violemment, et ça m'a vraiment, voilà, ça peut-être même que c'est ça qui a commencé à me faire me remettre en question, parce que quelque part c'était mes amis et c'était un cadre bienveillant parce que mes amis étaient bienveillants, etc. Et du coup, voilà, c'était vers 16 ans, enfin bref. Et du coup, à 24 ans, alors que j'étais dans effectivement, cette volonté, cette recherche, c'est très très long, hein, ça s'est fait très progressivement, dans cette volonté d'être mieux. Il y a un truc, c'était un clip, encore des anecdotes, j'aime bien les anecdotes. C'était un clip de Hatsune Miku. Pour ceux qui connaissent Hatsune Miku, c'est un personnage de Vocaloid qui est beaucoup mis en scène en animation, etc. Quand les chansons de Vocaloid sont faites, c'est des chansons qui sont créées par les fans. Et du coup, le personnage de Hatsune Miku est une icône dans le Vocaloid, et il y a plein de gens qui les mettent en scène avec plein de robes, avec plein de vêtements trop cool. Et il y avait une robe que j'avais trouvée super belle, et je me suis dit, oh là là, il faut trop que je dise à tout le monde que cette robe, elle est super belle. Et en fait, je pouvais pas. Parce que j'assumais pas d'aimer cette robe, et j'assumais pas d'aimer mettre des vêtements de fille. Et ça m'a tellement frustré. J'ai dit, mais pourquoi je peux pas faire ça? C'est injuste. Et en fait, je peux le faire. Et en fait, je peux le faire. C'est moi qui m'empêche de le faire parce que j'ose pas. Et du coup, j'en ai parlé à une personne, notamment une personne qui le savait déjà, parce que je suis complètement incapable de mentir aux gens, et donc elle s'en doutait comme pas possible. Et du coup, elle me l'avait déjà dit, elle m'avait dit, mais je sais que t'aimes bien mettre des jupes et tout. Mais non, j'aime pas mettre des jupes. C'était rigolo. Et du coup, effectivement, je lui ai dit, et elle m'a gueulé dessus, elle a fait, je le savais, mais tu peux le faire, y a pas de souci. Et du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à en parler à mes amis, j'ai commencé à effectivement en parler avec plein de gens, à en parler à mes sœurs à qui j'avais menti, à qui j'avais volé leurs fringues. J'en ai parlé à mes parents, c'était la douleur. Mais mes parents, bon, ils s'en fichent un peu, je pense qu'ils sont un peu mal à l'aise, mais ils le disent pas, et globalement, ils m'ont jamais interdit quoi que ce soit, ils m'ont jamais bloqué là-dessus, ils m'ont jamais fait de remarques. Et j'en ai parlé au reste de ma famille, et progressivement j'ai commencé à assumer, j'ai commencé à mettre du vernis à ongles, parce que le vernis à ongles ça me paraissait un peu plus facile à porter. Je mettais du vernis à ongles soit bleu, soit noir, et notamment d'ailleurs pendant ma période où je comment ça s'appelle, où je commençais à chercher du travail. Au bout d'1 an et demi de pas réussir à trouver du travail dans le graphisme, je suis parti dans l'animation. Et je me suis dit, bon bah écoute, j'aime bien l'animation, enfin c'est ma cousine qui m'a dit, t'aimes bien les enfants, tu devrais faire animateur en centre de loisirs. Et du coup, j'ai fait animateur en centre de loisirs, et je mettais du vernis à ongles avec les enfants. Et c'est notamment l'intervention de Woman Up où je parle justement du fait que j'avais du vernis à ongles avec les enfants, et que certaines personnes me disaient de faire attention à ne pas être vu comme un pédophile. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est totalement absurde. Et c'est lié au sexisme, enfin bref, on s'en fiche. Et donc, je mettais du vernis à ongles, et d'ailleurs, les enfants, ils étaient adorables, ils me disaient, Guillaume, pourquoi tu mets du vernis? C'est pour les filles. Et moi, je leur disais, bah non, c'est pour les ongles. Et ils passaient à autre chose. Et les adultes, ça, c'était le drama. C'était, oh là là, Guillaume. Alors, soit c'était gentil ou bienveillant ou un petit peu amusé en mode curieux. Oh là là, Guillaume, tu mets du vernis. Waouh, mais quel événement. Ça devrait pas être un événement, mais quel événement. Ou alors, ouais, Guillaume, tu mets du vernis. Ouais, c'est pourquoi? C'est pour te déguiser? C'est parce que c'est rigolo, les couleurs?
Ils étaient gênés. Moi aussi j'étais gêné, mais j'essayais de pas le montrer, mais j'étais gêné aussi. Et du coup voilà, et du coup progressivement, je suis sorti en jupe. Alors j'avais une jupe qui était très longue, qui pouvait presque ressembler à un sarouel. J'ai mis aussi beaucoup de temps à sortir avec des jupes plus courtes, à sortir avec des jupes sans collant. Là cet été, il y a 2 semaines, pour vous dire, il y a 2 semaines, j'ai enfin osé sortir sans collant. Et heureusement, parce que avec la canicule, c'est la mort. C'est la mort. Mais bon, voilà. Et du coup, un truc qui est rigolo aussi, une anecdote. Je suis moins gêné de mettre un short de mec et de pas avoir de collant, parce qu'un short de mec avec des collants, eh ben on voit mes poils et on s'en fout, que de mettre un short de fille ou une jupe de fille sans collant, parce qu'avec une jupe, les poils c'est moins bien. J'ai intégré des clichés sexistes liés aux vêtements de femmes qui sont quand même assez absurdes aussi. Alors qu'en fait, factuellement, je sais très bien qu'on s'en fout et que ça n'a aucune importance et que ça devrait pas avoir d'importance. Mais émotionnellement, je l'ai intégré. De toute façon, factuellement, ça fait plusieurs années que voilà, j'ai accepté le fait que je pouvais mettre des jupes et que c'était pas grave et qu'il y avait pas de souci. Mais effectivement, émotionnellement, même pour moi-même, des fois, je me sens gêné, je me dis, mais ça me va pas, il y a quelque chose qui cloche. Si par exemple, je mets une robe, il y a mes épaules qui vont être bizarres et tout. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont difficiles à gérer émotionnellement. Et le fait d'avoir des cheveux longs aussi, d'ailleurs. Avoir des cheveux longs, j'ai enfin des cheveux longs, je suis très content de mes cheveux, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de les laisser pousser. J'ai osé genre à 25 ans, quoi. C'est cette période-là où j'ai commencé vraiment à reprendre confiance en moi. C'est-à-dire que c'était une réflexion que j'avais depuis quelques temps et grâce aux vidéos, parce que quand tu regardes une vidéo, les vidéos d'Esther que je regarde, tu les regardes, tu entends des choses, tu les acceptes, tu dis ouais, ok, d'accord, elle a raison, voilà. Mais avant de les mettre en pratique, avant de les intégrer, avant de les voir toi-même dans ta propre vie, ou de commencer à accepter que toi tu vas pouvoir soit les utiliser, soit, enfin voilà, ouais, les rencontrer dans ta vie, ça prend quand même du temps. Parce que probablement tu as plein de schémas de pensée, des schémas de pensée que tu as depuis extrêmement longtemps, et ces schémas de pensée, bah c'est dur de s'en défaire. Typiquement, l'assistanat, genre quand t'es un chômeur, et bah t'as intégré qu'il fallait déjà que c'était mal d'être chômeur, très clairement, et que c'était pas une bonne situation, c'était pas bien, tu n'apprenais rien, tu ne faisais rien d'utile, etc. Et que surtout, et bah t'allais profiter de la société, et du coup, non seulement t'apprenais rien, mais en plus t'étais un assisté de la vie, t'étais pour la société, t'étais un poids. Et ça, c'est la phrase de Emmanuel Macron, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Je me délecte de l'idée de lui péter la gueule quand il dit ça, excusez-moi pour cette violence, mais c'est extrêmement violent d'entendre ça quand t'es chômeur depuis, je sais pas, chômeur de longue durée, etc., et que t'arrives pas à trouver du travail, et que t'arrives pas à te dire que c'est pas grave et que c'est pas toi le problème, parce que pendant très longtemps, pendant 1 an, j'ai pensé que c'était moi le problème, que c'était moi qui avait pas les qualifications, que c'était moi qui avait pas les bons diplômes, parce que j'avais pas de diplôme, donc forcément j'étais nul, etc. Enfin, je m'enfermais dans des schémas de pensée qui me tiraient vers le bas. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été avec les enfants qui adoraient jouer, du coup les enfants ils adoraient jouer, et du coup moi j'adorais jouer avec eux, et du coup je me disais mais ça je suis bon là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire avec ça, parce que les enfants ils adorent quand je suis avec eux, ils adorent ma présence, ils adorent jouer avec moi. J'ai fait des jeux de rôle avec les enfants complètement improvisés et tout, et ils adoraient ça, et je leur faisais des maisons hantées, j'appelais ça, des jeux d'horreur, des jeux de rôle basés sur l'horreur justement. Alors je vais expliquer ce que c'est qu'un jeu de rôle. Moi je suis conteur, je raconte une histoire, et les personnes sont les personnages de l'histoire, et ils inventent ce que font leurs personnages, et moi j'adapte l'histoire en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et du coup l'histoire s'adapte, elle évolue, etc. Et c'est super cool, et il y a besoin de rien, il y a juste besoin de l'imagination, et les gamins ils ont énormément d'imagination, et du coup je leur faisais des jeux d'horreur où ils étaient terrifiés, et du coup à la fin ils étaient trop contents et tout, et ils adoraient ça, ils revenaient pour refaire une histoire, etc. Enfin bref, et je me sentais bon, et je commençais justement à m'assumer, à mettre du vernis, je commençais à me dire que effectivement le problème il venait pas forcément de moi, mais que la solution elle venait de moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai compris où était le problème. Le problème, il venait pas de mes compétences, il venait pas
enfin de ce que j'étais, il venait de la manière dont je me présentais aux gens, dans la manière dont j'étais avec les gens, parce que si je suis renfermé, que je suis pas à l'aise, que je suis sûr que je suis une merde, bah, je vais transmettre aux gens le fait que je suis une merde. Du coup, les gens, émotionnellement, directement ou indirectement, ils vont se dire ouais, ce mec-là, il m'a pas vendu du rêve, il a l'air un peu pas sûr de lui, et moi j'ai envie d'avoir un mec qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il vaut et qui, enfin voilà. Et quand je suis sorti du fait d'être animateur, j'ai recommencé à chercher du travail. J'ai été animateur pendant 10 mois, et quand j'ai recommencé à chercher du travail, euh, j'ai j'ai eu beaucoup plus de pêche et je me suis dit tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être game master ou game designer. Et du coup, bah, je jouais à des jeux vidéo déjà, donc être game designer dans le jeu vidéo c'était mon rêve, mais j'avais jamais envisagé le fait que ça puisse être possible, et j'avais déjà fait des escape games. Les escape games, pour ceux qui savent pas, au cas où, c'est un endroit où vous êtes enfermé dans un endroit physique, un peu comme un décor de film, et vous êtes immergé dans ce décor et vous avez des énigmes, vous devez résoudre un certain nombre d'énigmes, fouiller la pièce, etc., et résoudre un mystère dans la salle avec un scénario, etc. Et du coup, Game Master en escape game, c'est celui qui accueille les joueurs, qui gère le jeu et les aide s'ils ont besoin d'aide. Et le game designer, c'est celui qui design le jeu, qui crée le jeu. Et donc j'avais envie d'être game master ou game designer, et aussi en escape game, parce que l'escape game, au moment où je suis arrivé, à un moment où je suis arrivé là, il y a 2 ans, et ben justement ça venait d'exploser, il y avait des escape games partout et tout, et je me disais l'escape game c'est un peu plus accessible que le jeu vidéo déjà. Et du coup je me suis dit bah je vais être game master ou game designer, et donc j'ai fait un coffre que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais jamais osé faire parce que je me disais que c'était absurde comme idée, un coffre à énigmes où j'arrive devant une entreprise, je pose mon coffre, l'entreprise elle joue avec le coffre et elle découvre ma personnalité et ma carte de visite notamment à travers ça, avec des énigmes. Et c'est trop bien comme idée, j'adore cette idée, mais j'avais jamais osé la mettre en place. Et les premières fois où j'ai fait mon coffre et où je l'ai montré à une entreprise, j'étais trop pas à l'aise. J'étais super pas à l'aise, mais j'étais sûr du fait que c'était une bonne idée. Je savais pas si l'application était bonne, je savais pas si ça allait marcher, mais je savais que dans l'absolu c'était une bonne idée, et ça m'a notamment donné le courage de le faire là où avant je ne l'avais pas, parce que avant bah, j'avais aucune confiance en moi et j'étais persuadé mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait parce que on nous a jamais dit de faire comme ça, parce que dans le monde, on nous a dit tu fais un CV, tu fais une lettre de motivation et tu l'envoies. Et on t'a jamais montré d'autres schémas, on t'a jamais montré d'autres façons de faire. Alors qu'en fait, les façons de faire, il y en a plein et tu les inventes en fonction de ce que tu as envie, en fonction de ce qui te ressemble. Et pour moi, le coffre à énigmes, particulièrement du fait que je voulais être game designer ou game master, c'était beaucoup plus pertinent, c'était beaucoup plus personnel, ça avait beaucoup plus de punch, et c'était beaucoup plus fun en plus, et j'avais envie de partager tout ça. Donc pour moi, c'était particulièrement intéressant et pertinent. Il ressemble à un coffre un peu au pirate, tu vois, que j'avais peint et tout, j'avais un petit peu décoré, et du coup, alors déjà de base, quand les gens ils voient un coffre fermé, je pense que n'importe quel être humain sur Terre a envie de l'ouvrir. Et du coup, quand tu vas devant une entreprise et que tu poses ton coffre devant eux, le fait qu'ils ouvrent le coffre, déjà ça les implique physiquement dans ta candidature. Donc ça les pousse forcément à aller un peu plus loin. Et du coup, ce coffre dedans, il y avait des énigmes. Par exemple, il y avait des énigmes avec des cartes. Il y avait des cartes qui manquaient. Et du coup, il fallait trouver quelle carte manquait. Et grâce à ça, eh bien, on pouvait trouver un code qui permettait d'ouvrir un cadenas, qui permettait d'accéder aux suites des énigmes. Il y avait une énigme avec un livre qui était fermé. Et en fait, quand on ouvrait le livre, et ben en fait, à l'intérieur, c'était creux. Et il y avait des petits caractères d'imprimerie dedans. Et avec ces caractères d'imprimerie, on pouvait faire un anagramme qui disait écriture. Le délire du livre, j'avais toujours voulu le faire, genre toujours dans les films, genre dans La Famille Adams ou dans ces machins comme ça, t'as toujours dans les trucs d'aventure, t'as toujours un livre avec des trucs cachés dedans, ça me faisait triper et ça a fait triper les gens bien évidemment. Euh, et du coup voilà, il y avait plusieurs énigmes comme ça. C'était des énigmes assez simples parce que j'avais pas beaucoup de technique et parce que j'étais pas très doué, mais c'est pas grave, ça faisait la blague. Et du coup, à la fin, il y avait un cryptex. Un cryptex, c'est un cylindre avec 5 lettres à trouver. Et en ouvrant les 5 lettres, en trouvant les 5 lettres, et ben, on peut ouvrir le cryptex et voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un truc qui a été popularisé par le Da Vinci Code. Et du coup, dans le cryptex, et ben, il y avait ma carte de visite. Et du coup, si les gens ne trouvaient pas la solution du cryptex, et ben, ils n'avaient pas ma carte de visite.
Et au début, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment ça? Parce que je prends le risque que les gens ne jouent pas le jeu, que les gens ne jouent pas avec mon coffre, ou alors qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait, ils ont tous joué le jeu. Et j'ai envoyé, au début, quand j'étais pas à l'aise, j'avais envoyé peut-être 200 CV lettres de motivation. J'avais eu 7 réponses négatives et 2 entretiens. C'est extrêmement frustrant. Et quand après, j'ai changé ma manière de faire et que j'ai montré mon coffre à genre 25 entreprises, il y a 21 entreprises qui ont regardé le coffre, qui ont pris le temps de regarder le coffre. Sur les 21, il y en a 15 qui ont kiffé l'idée, qui ont trouvé ça très fun et tout. Il y en a 5 qui ont tellement kiffé l'idée qu'ils voulaient m'embaucher. Et il y en a 3 sur les 5 qui m'ont embauché. Voilà. Donc en 6 mois et en 25 montrages de coffre, j'ai eu 3 boulots avec ça. Mais je pense que ouais, dès que tu es à l'aise, tu vends du rêve aux gens. Je pense que les entreprises, particulièrement les petites entreprises, elles ont leur boîte, qui est à eux, elles ont des enjeux très forts. Elles ont pas envie que leur boîte aille mal, et donc elles ont envie que leur boîte fonctionne, et elles vont agir probablement de manière aussi émotionnelle. Et peut-être qu'elles ont envie d'être rassurées, peut-être que les patrons, ils ont envie d'être rassurés aussi, et de se dire, ok, ce mec, il a l'air super péchu, il a l'air cool, il m'a fait jouer, le feeling, il est bien passé, on a rigolé et tout. Parce que du coup, effectivement, avec mon coffre, il y avait les gens qui ont joué avec le coffre, et après, des fois, on discutait pendant 1 heure ou 1 heure et demie, quoi. Il y avait une entreprise avec qui j'avais pas fait le coffre, parce que c'était une entreprise qui faisait des quiz justement pour les entreprises qui faisaient des team building de quiz. Et donc je leur avais fait un quiz musical et un quiz normal avec des questions complètement sur le thème geek avec Star Wars, Retour vers le futur, etc. Et genre des jeux vidéo, et le quiz musical. Quand les gens de la boîte, au début j'étais que avec les patrons, et quand les gens de la boîte ont entendu les musiques de jeux vidéo genre Zelda, Mario, ils ont tous déboulé et ils ont tous essayé de commencer à deviner les trucs. Ah mais ça c'est Mario, ah ça c'est Zelda, machin. Ils étaient complètement à fond, il y avait toute la boîte, ils étaient une quinzaine dans la pièce, et du coup on a joué, on a fait, enfin voilà. Et j'ai partagé énormément de choses avec eux, et j'ai pu notamment voir ce qui était cool, ce qui n'était pas cool, ce qui marchait pas dans mon coffre. Mon coffre, il évoluait en permanence. Je voyais que, par exemple, quand je disais telle ou telle chose, etc. Enfin voilà, les gens, ça les faisait rêver ou pas. Enfin bref, voilà. Et du coup, j'apprenais à me présenter de manière plus péchue, plus énergique, ou plus personnelle. Et ça m'a appris énormément de choses de me confronter aux gens. Et c'est notamment pour ça aussi que c'était intéressant, c'est que le fait d'apporter mon coffre et d'y aller en plus au culot, hein, parce que je m'annonçais pas quand j'y allais, je sonnais à la porte et je disais bonjour, voici mon coffre, et ils s'attendaient pas du tout à me voir. Et du coup, c'était la violence pour moi au début. Mais ça m'apprenait énormément plus qu'en envoyant des CV, des lettres de motivation auxquelles les gens ne répondaient pas. Parce que les gens ne répondent pas, tu n'as pas de feedback. Et c'est terrible. Alors, première chose, c'est rigolo de parler du fait que moi j'ai envie de mettre du maquillage, alors que toi tu viens justement de t'en défaire. Mais du coup, la manière dont je mets le maquillage, en plus, c'est très personnel, parce que je fais pas du maquillage pour avoir l'air, pour cacher des impuretés, ou pour juste mettre du maquillage comme le ferait une fille de manière classique. J'ai envie de dire, je sais pas exactement comment les filles en mettent de manière classique, mais en général ce que je fais, c'est que je fais des petits signes, des petites décorations, des petits machins, voilà, des trucs comme ça. Ou alors j'aime bien mettre du rouge à lèvres. J'ai beaucoup de mal à mettre du rouge à lèvres, mais j'aime bien mettre du rouge à lèvres, et je le mets pas forcément toujours de manière classique. Des fois je fais juste une petite bande ou un petit truc, enfin voilà, je m'amuse avec le maquillage et c'est extrêmement cool. Et une seule fois, j'ai vu une fille dans le métro qui avait justement fait ça, qui faisait une petite décoration et tout, et qui le faisait entre guillemets de manière quotidienne. Parce que quand tu vas à la Japan Expo, ou quand tu vas dans des trucs médiévals, bien évidemment, il y a plein de gens qui font ça. Mais de manière quotidienne, en fait, personne ferait ça, ou personne fait ça. Ou très peu de gens font ça, en tout cas pas suffisamment pour que je le voie. Du coup, il y a très peu de représentativité, et actuellement il y a aussi très peu de représentativité d'hommes qui mettent du maquillage, et notamment qui mettent du maquillage comme ça, et même de femmes qui mettent du maquillage comme ça, ou des hommes qui mettent des jupes de filles. C'est vrai qu'en ce moment il y a des hommes qui mettent des jupes d'hommes, ça commence à parler de plus en plus. Moi c'est vrai que personnellement les jupes d'hommes, je les trouve moins jolies, parce qu'elles sont beaucoup plus droites, elles sont beaucoup plus masculines.
Et c'est pas le masculin qui m'attire justement dans les jupes, c'est au contraire le féminin, les trucs un petit peu volants, un petit peu colorés, etc. Mais ça c'est personnel. Et du coup, tu me posais la question par rapport aux émotions, comment je faisais pour comprendre mes émotions. Bah typiquement, les émotions sur l'amour, la frustration, ces choses-là, quand j'étais avec ma copine, j'avais beaucoup de mal à comprendre mes émotions. Et du coup, bah, en général, quand ça sort, les émotions, et que tu les comprends pas, bah, ça sort avec de la frustration, avec de l'énervement, avec de la tristesse, avec des pleurs, et tu prends pas du recul sur tes émotions. Il y a Esther qui dit dans ses vidéos, et qui le rabâche constamment, et c'est très très bien, qui dit qu'on est responsable de nos émotions, on n'est pas responsable des circonstances extérieures, mais on est responsable de nos émotions. À partir du moment où on arrive à comprendre d'où nous vient cette émotion, d'où elle est générée, comment ça se fait que, par exemple, quand ma copine veut pas me faire de câlins ou veut pas me faire de bisous, pourquoi je suis frustré, pourquoi ça me rend triste, pourquoi ça m'énerve. Le fait de comprendre pourquoi ça va me rendre triste ou m'énerver, ça va me permettre de prendre du recul, d'essayer de savoir qu'est-ce qui me met mal à l'aise, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avoir des bisous et des câlins, et de me dire que, en fait, c'est pas de sa faute déjà, et c'est pas grave si elle veut pas m'en faire. Et pourquoi est-ce que c'est pas grave si elle veut pas m'en faire? Parce que probablement que si j'ai envie d'avoir des bisous et des câlins, c'est parce que j'ai peur de pas être aimé, ou parce que j'ai peur de probablement ça, de pas être aimé, etc. Parce que j'ai l'impression peut-être que je suis pas aimable, ou que je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer, etc. Alors notamment, ça vient aussi probablement du fait que mes parents, et ça c'est aussi un enjeu. Tiens, j'ai vu une vidéo de comment il s'appelle, de Déborah qui parlait justement de ça, qui disait que les parents, c'est l'un des enjeux principaux de nos blessures émotionnelles et des choses qui vont pas dans notre vie. C'est probablement l'un des premiers facteurs. Et mes parents, ils étaient pas expressifs. Je ne savais pas si mes parents m'aimaient, et j'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas quand j'avais des mauvaises notes. Et du coup, quand j'avais des mauvaises notes et que je ramenais des mauvaises notes à la maison, mes parents m'engueulaient parce qu'ils essayaient de faire en sorte que j'ai des bonnes notes, ils essayaient de me pousser au cul plus ou moins, ils savaient pas trop comment gérer ça. Et du coup, bah moi, ça me faisait peur. Et du coup, quand j'ai peur, je fuis, et du coup, je ne me confronte pas à mon travail, que je vais faire mal, bien évidemment, puisque j'ai des mauvaises notes, et du coup, je ne travaille pas, et du coup, j'ai des mauvaises notes, et du coup, ça s'empire, et du coup, je me retrouvais au lycée à avoir redoublé en première, à faillir de pas avoir mon bac, à rater mes études supérieures, et à me retrouver chez moi. Par exemple, quand j'ai découvert les résultats de savoir si j'avais mon diplôme de graphiste, j'ai su que j'avais pas mon diplôme de graphiste. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents? Ils vont être trop déçus. Et c'est drôle du coup de se dire que est-ce que j'ai fait mes études pour mes parents? Est-ce que j'ai fait mes études pour que mes parents soient fiers de moi? Ou est-ce que j'ai fait mes études pour moi-même? Parce que j'aimais bien le graphisme et tout, mais manifestement aujourd'hui, ce que j'aime c'est jouer, ce que j'aime c'est raconter des histoires. Du coup, est-ce que j'ai fait du graphisme pour moi, ou est-ce que j'ai fait du graphisme pour la société, ou pour le fait de devoir trouver un travail qui soit quand même pas trop éloigné de ce que j'aimais? Et du coup d'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que tes parents sont aussi impactants? Pourquoi est-ce que tu peux pas travailler pour toi-même? Et j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que mes parents avaient autant d'impact? Pourquoi est-ce que j'étais triste? Pourquoi, voilà. Et j'ai commencé à comprendre aussi les émotions de mes parents. Pourquoi est-ce que mes parents peut-être ne me disaient pas qu'ils m'aimaient frontalement, parce qu'ils le disaient pas? Est-ce que ça voulait dire qu'ils m'aimaient pas, ou est-ce que ça voulait dire que eux-mêmes ils étaient peut-être pas à l'aise avec ça? Peut-être que eux-mêmes leurs parents ne le leur disaient pas, voilà. Et c'est quelque chose. Ouais, il exprimait d'une autre manière, parce que mes parents m'ont toujours soutenu, ont toujours été, ils ont toujours essayé de nous inciter à faire ce qu'on voulait. Par exemple, j'ai pu faire des études de graphisme, etc., qui coûtent quand même cher, etc. Mon père, par exemple, jouait beaucoup avec nous, il partageait beaucoup de choses avec nous, mais il me manquait personnellement le fait qu'il me dise je t'aime, par exemple. Je t'aime, c'était quelque chose qui me faisait peur quand on me le disait pas. Et du coup, j'ai interprété ça comme mes parents ne m'aiment pas. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, non seulement je me suis libéré de cette attente que j'avais envers mes parents, mais en plus j'ai compris pourquoi cette attente n'avait pas été comblée jusqu'à présent. Et du coup, j'ai fait le deuil du fait que mes parents ne me diraient un jour je t'aime mon fils. Et j'ai aussi pardonné à mes parents de ne pas me l'avoir dit jusqu'à présent, parce que je sais pourquoi ils me l'ont pas dit, parce que ils savent pas comment le dire. Et d'ailleurs, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, papa, maman, est-ce que vous êtes fiers de moi? Comme j'avais pas la réponse à cette question, j'ai été la chercher frontalement. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'ai été la chercher frontalement et j'ai dit, maman, est-ce que tu es fière de moi? Ma mère, elle m'a répondu,
Ouais, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Oui, je suis fier de toi, mais bon, voilà, c'est bizarre comme question. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Non, elle m'a pas dit qu'est-ce que tu viens m'emmerder, mais voilà. Et du coup, elle savait pas trop comment réagir. Et j'ai été voir mon père, je lui ai dit, papa, est-ce que tu es fier de moi? Il m'a fait, ouais, je suis fier de toi. Genre, voilà, bon, ok. Et il voyait pas l'importance de ma question, l'impact de ma question, et du coup, pourquoi est-ce que ça avait l'air important pour moi? Et du coup, bah, j'ai constaté frontalement pourquoi est-ce que ça m'avait fait souffrir, pourquoi ça m'avait manqué. Et effectivement, le fait d'être dans la cour de l'école et d'avoir des gamins qui se foutent de ta gueule et qui te donnent l'impression que t'as pas confiance en toi, enfin qui te donnent des raisons de ne pas avoir confiance en toi, entre guillemets, ou de ne pas avoir d'estime de toi, de te dire que t'es nul, etc. Quand il y a tes parents qui n'expriment pas l'inverse, ou que tu ressens pas le fait que tes parents t'expriment l'inverse, et ben je pense qu'effectivement ça m'a beaucoup enfermé, ça m'a beaucoup enfermé sur moi-même. Et, et aujourd'hui, le fait d'avoir réussi à me libérer des injonctions de la société, le fait d'avoir réussi à comprendre mes émotions, le fait d'avoir réussi à gérer le fait que bah, mes parents ils ont aussi leurs propres problèmes, ils ont leurs propres défauts, ils ont leurs propres qualités. J'ai compris aussi d'autres choses. J'ai compris que par exemple la communication, c'est ultra important. Et aujourd'hui, en tant que personne bienveillante, en tant que personne qui veut dégager de l'amour, qui veut dégager de l'expressivité, et ben justement, par exemple, je vais voir mes parents et je leur dis maman, je t'aime, papa, je t'aime. Chose que je ne faisais pas avant, probablement parce que comme mes parents le faisaient pas, je le faisais pas non plus. Et je le faisais pas aussi avec les autres. Et par exemple, bon bah mon couple, aujourd'hui, je suis plus avec ma copine, mais j'essaye aussi de communiquer avec elle et de comprendre pourquoi est-ce que ça allait pas dans notre couple. Et effectivement, j'hésite pas avec les gens à être expressif, à dire les choses et notamment aussi à dire quand quelque chose ne me plaît pas. Et de le dire de manière bienveillante, c'est-à-dire ah tout à l'heure tu as dit ça et moi j'ai ressenti telle chose. Alors je sais pas pourquoi tu l'as dit, je sais pas si tu l'as dit de cette manière-là pour me faire du mal ou pour me faire ressentir telle chose, mais en tout cas moi je l'ai ressenti de telle chose. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il y a une chose moi qui me blesse pas mal dans mon boulot, un des seuls problèmes de mon boulot, c'est que tout le monde me prend pour un gamin. Et ça m'énerve parce que je me suis toujours senti comme un gamin et j'avais l'impression, je m'enfermais d'ailleurs dans le fait que j'étais un gamin. Comme j'avais l'impression que tout le monde me disait que j'étais un gamin, je me disais bah, je suis un gamin. Et aujourd'hui, j'essaie de sortir de ça et de me dire non, je ne suis pas un gamin, je suis responsable, j'ai un travail, je sais gérer les choses, je sais gérer mon argent et de me dire je suis pas un gamin. Et dès que quelqu'un me renvoie quelque chose qui me donne l'impression qu'il me prend pour un gamin, ça me fait violence, ça me fait du mal. Et du coup, il y a 6 mois, je m'étais frité avec une de mes collègues à cause de ça en disant mais putain mais je suis pas un gamin, arrêtez de me dire ça comme si j'étais un gamin. Et il y a 2 semaines, il y a l'un de mes collègues qui me dit oh parce que j'avais pris trop de temps à ranger la salle et je leur ai demandé de l'aide et ils m'ont dit eh ben voilà t'avais qu'à pas prendre trop de temps et puis débrouille-toi. Et ça m'avait donné l'impression que vous me traitez comme un gamin, ça m'énerve. Et je l'ai pas dit tout fort, j'ai pris le temps de réfléchir et après j'ai été voir mon collègue en lui disant voilà tu m'as dit ça, moi je l'ai ressenti comme ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Et du coup de lui laisser la possibilité de s'exprimer. Alors après je peux être d'accord ou ne pas être d'accord, mais déjà pas de pas l'exprimer dans l'émotion, de pas l'exprimer avec notamment bah, l'émotion qui me venait, la colère, qui typiquement n'est pas une émotion qui est très constructive, surtout si en face la personne n'est pas bienveillante ou n'est pas dans la même démarche de communication. Eh bien, c'est une très bonne question, une question à laquelle je réfléchis encore, mais je pense que ça vient du fait que il y a plein de fois où je me sens pas légitime, où je me sentais pas légitime. Par exemple, est-ce que à partir du moment où tu commences à écrire un livre, tu es légitime à te prétendre écrivain? Est-ce qu'à partir du moment où tu as designé un coffre à énigmes, tu peux te prétendre game designer? Eh ben typiquement, aujourd'hui, je pense que oui, mais j'ai eu beaucoup de mal à me dire que oui, en fait, je peux l'être. Et en fait, c'est une question de point de vue. Par exemple, je pourrais me dire non, je suis game designer que si j'ai telle année d'expérience ou tel machin d'expérience. Mais ça doit venir de mon estime de moi, de ma confiance en moi, de ma confiance en moi. Est-ce que je suis capable de faire les choses? Parce que bah, jusqu'à maintenant, j'étais pas capable de faire grand-chose parce que j'avais raté toutes mes études. Et donc, si tu rates toutes tes études, évidemment, tu ne sais rien faire. Bien évidemment, c'est ironique, hein.
C'est ironique, évidemment, voilà. Euh, alors qu'en fait, t'apprends énormément de choses et t'apprends beaucoup plus de choses quand tu échoues que quand tu réussis. Typiquement, j'ai échoué pendant 1 an et demi à trouver du travail, ça m'a appris énormément de choses sur le métier, enfin sur la recherche de travail notamment. Ah, cette grande question. Alors, factuellement, je sais que je suis un adulte. Émotionnellement, j'ai du mal. Et j'ai du mal aussi parce que les autres me renvoient ça. Et j'ai du mal parce que moi-même, je me suis tellement persuadé de ça toute ma vie que en fait, je sais pas ce qui ferait de moi un adulte. Et je sais pas ce qui, du coup, ferait que je passerais de l'état de enfant à l'état adulte. Est-ce que actuellement je suis dans une transition entre enfant et adulte? Par exemple, je suis pas organisé. Je m'entraîne et je me fais violence pour être organisé parce que je sais qu'être organisé, ça m'aidera beaucoup dans la vie à faire des projets, à m'améliorer, etc. Et je me dis, si je suis pas organisé, mais je suis pas un adulte. Regarde, eux, ils gèrent tout, ils sont organisés, ils font plein de projets, ils font plein de machins. Eux, je les vois comme des adultes. Mais c'est aussi voilà, c'est aussi une vision personnelle de moi-même qui pourrait être par de l'auto-persuasion ou par le fait que je dis non mais aujourd'hui je suis un adulte et pouf, je suis un adulte. C'est plus compliqué que ça, mais c'est une vision très personnelle que je sais être fausse en plus. Et justement, peut-être que justement le fait que je réagisse de manière aussi violente au fait qu'on me traite d'enfant, c'est parce que moi-même je suis dans cette tension entre adulte et enfant. J'ai envie d'être un adulte, mais j'ai l'impression de pas y être, alors que je sais très bien que je le suis parce que j'ai un travail, etc. Mais pourquoi est-ce que je le suis pas ou pourquoi est-ce que je ne me sens pas adulte? Et, et c'est violent, voilà. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la, enfin, on a essayé de séparer enfance et adulte. Peut-être que c'est le problème d'ailleurs du collège, c'est que quand tu es au collège, on vient te dire, là, tu dois plus être un enfant, maintenant tu dois être un grand. Et que ça doit être vu comme super violent. Et effectivement, on passe notre temps en tant que jeune adulte à se dire, est-ce que je suis un adulte? Comment être un adulte? Et du coup, de devoir se séparer de plein de choses de quand on est enfant. Et c'est trop triste, parce qu'en fait, quand on est un enfant, particulièrement en primaire, les gamins, ils sont heureux. Ils sont heureux d'être eux-mêmes. Et ça, je l'ai perdu. Et quand je suis. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a fait énormément de bien. C'est que quand j'ai vu ces enfants en tant qu'animateurs en centre de loisirs qui s'amusaient, qui avaient leurs problèmes, qui des fois étaient tristes, etc., mais qui en soi d'eux-mêmes étaient juste heureux d'être eux-mêmes, et ben ça m'a inspiré. Ils m'ont inspiré. Et j'avais envie de retrouver effectivement cette part d'enfance, peut-être pas cette part d'enfance, mais en tout cas cette innocence, cette insouciance que quand on est adulte, ça passe pour de la naïveté. Je suis idéaliste, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que je n'étais pas idéaliste, j'étais naïf. Et non, aujourd'hui, je revendique le fait d'être idéaliste et que être idéaliste, bah, c'est beaucoup mieux que d'être cynique et blasé de la vie. En tout cas, enfin, beaucoup mieux, non, mais moi, je trouve ça beaucoup mieux et j'ai envie d'être idéaliste et j'ai envie de lutter contre moi-même et contre les autres pour garder cet idéalisme et ne pas juste me blaser de la vie. Et si j'ai envie de m'extasier effectivement sur un oiseau qui vole, eh ben, c'est trop cool, un oiseau qui vole, quoi. Zut, et quand je verrai un oiseau qui vole, je serai heureux. Par exemple, il y a quelque chose que je fais frontalement dans ma vie, c'est dire bonjour et au revoir au conducteur dans le bus, par exemple. Et quand il est minuit et demi et que je rentre et qu'il y a un bus, je suis très content qu'il y ait un bus. Parce que bah, minuit et demi, mine de rien, c'est compliqué de conduire ou de travailler. Et du coup, je vais voir le conducteur juste avant de descendre du bus et je dis bon courage, merci d'avoir conduit la nuit. Et il y a des conducteurs des fois qui mais vous m'avez refait ma journée, mais vous êtes adorable, c'est trop gentil, c'est trop bien. Et du coup, des fois, on se met même à discuter, etc. Et je transmets du positif et de l'encouragement, et les gens, ils me renvoient ça, et ça me fait du bien aussi. Et je me dis, mais voilà, j'ai rendu quelqu'un content aujourd'hui, et c'est trop cool. Et je m'extasie sur tout et n'importe quoi. Je m'extasie sur le fait que le conducteur, il a travaillé à minuit et demi, là où peut-être que d'autres personnes, ils vont dire, ouais, mais il est payé pour ça. Ouais, ok, d'accord, il est payé pour ça, mais il n'empêche qu'il est là et qu'il te rend bien service. Et que c'est pas anodin. C'est pas anodin de travailler à la nuit. Tu as raison, j'ai envie de te croire. J'ai envie de te croire parce que ça me ferait plaisir de te croire et de me dire que je suis un adulte. En fait, je pense que c'est parce que
quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça en me disant, mais pourquoi les gens ne le font pas? Et je me suis rendu compte effectivement en le faisant qu'effectivement, en fait, autour de moi, personne ne le faisait. Et que c'était considéré comme normal. De la même manière que c'est considéré comme normal de pas mettre de jupe quand on est un homme, que c'est considéré comme normal de sexiste, quoi, bon, bref, d'avoir des comportements qu'on copie de la société, des comportements qui pourtant ne sont pas ceux que j'ai envie d'avoir. Et du coup, me libérer de la société me permet effectivement peut-être d'être adulte, ouais, d'être libre et de vivre exactement comme je l'entends et de vivre en accord avec mes valeurs et avec les comportements que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie de transmettre aux gens. Ouais. Je suis un adulte. Bah, j'ai deux types de réactions. Je vais prendre deux endroits différents. Je vais prendre le boulot et je vais prendre Woman Up. Parce que à Woman Up, il y avait des gens qui étaient dans le même mood, qui étaient dans la même bienveillance, pas forcément bienveillance frontale, mais qui étaient dans la même volonté d'être bien ou de lutter contre quelque chose. Il y avait des problèmes et ils voulaient lutter contre. Ils voulaient pas rester passifs dans la société. Ils voulaient pas rester passifs face aux violences qu'ils subissaient et qu'ils voulaient pas accepter. Et du coup, le fait d'être sur scène, le fait de parler de jupe, le fait de parler d'échanger avec les gens, et ben ça transmettait que du positif et que de la bienveillance et que des trucs trop cool. Et je me sentais bien et j'avais presque j'étais moi-même et il n'y avait aucun problème à être moi-même. Et au boulot, euh, je suis moi-même et il y a un peu plus de distance. C'est-à-dire que mes collègues sont très cool, mes collègues sont très contents, enfin, ils m'apprécient énormément. On est une équipe qui est très soudée, qui est très pas bienveillante, mais en tout cas qui est très soudée. Et mes patrons sont bienveillants, par contre. Mes patrons, je les adore, ils sont trop cool. Euh, et du coup, ils me voient comme la patate, parce que j'ai un personnage quand je suis au boulot. Je suis un être humain. Enfin, j'étais une ancienne patate qui a été transformée en être humain. Et du coup, j'ai une vision du monde de patate, du fait qu'avant j'étais une patate. Et quand je suis devenu un être humain, j'ai trouvé que tout était très violent, très agressif, très particulier, très différent, très individualiste par rapport à la vie de patate qui, elle, est très liée à la nature, tout ça. Enfin bref, on s'en fout. Et donc, je suis vu, je, je, je suis vu par mon équipe comme la patate. Je suis la patate et tout le monde aime la patate. Il y a même des joueurs, des clients qui viennent et qui ont envie d'adopter la patate parce qu'ils la trouvent trop cool. Mais il y a toujours cette distanciation un petit peu, c'est-à-dire que c'est la patate, quand il fait des trucs absurdes, on se pose pas de questions. Voilà, c'est la patate, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc ils m'acceptent, mais ils sont pas pareils. Et des fois, il y a des choses qui font que euh, des fois j'ai des comportements qui peuvent poser problème au niveau professionnel. Par exemple, des fois je suis trop enjoué et je prends trop de temps à briefer une équipe, à jouer avec l'équipe au début pour la mettre dans le mood. Et du coup, ça peut faire prendre du retard par rapport au fait qu'on a des sessions qui sont quand même assez minutées et qu'il y a des joueurs qui vont arriver derrière et qu'il faut avoir le temps de s'occuper d'eux. Et du coup, euh, c'est un problème au niveau professionnel, mais j'ai quand même envie de, de faire quelque chose de qualité, de faire quelque chose qui soit fun, qui soit personnel et où je suis un petit peu fou. Mon personnage, il est un petit peu foufou, quoi. Voilà. Et c'est très cool et les gens apprécient beaucoup ça. Et même de manière générale, toute notre équipe a quand même un univers un petit peu foufou et on joue tous avec ça. Euh, mais du coup, c'est vrai que par rapport à mon équipe, il y a peut-être une distanciation un petit peu où ils sont pas pareils et où, par exemple, il y a l'une de mes collègues, qui elle est beaucoup plus dans le cynisme un peu blasé. Euh, et l'idéalisme pour elle, c'est voilà, c'est la patate, il est gentil, loin. Enfin, il est gentil, voilà, il est dans son monde, il est dans son monde des bisounours. J'adore cette expression, les gens qui t'envoient, ouais, mais toi, t'es dans le monde des bisounours. Mais en vrai, mec, si t'étais dans le monde des bisounours, tu serais aussi heureux que moi. Donc fais pas genre. Je me battrais pour qu'on soit dans un monde de bisounours. Et quand je me serai battu et qu'on aura un monde de bisounours, et ben tu seras heureux et tu devras dire oui, tu avais raison, ce monde de bisounours, il est beaucoup mieux. Autre anecdote par rapport au boulot.
J'envoyais des CV, enfin j'envoyais justement des coffres, etc. Je partageais des coffres. Et avec cette troisième boîte, qui est, je vais l'appeler, c'est Artemus. Artemus Escape Game. Venez tous à Artemus Escape Game. Cette boîte, donc, j'avais postulé pour cette boîte et en fait, il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas d'adresse mail et il n'y avait pas de numéro de téléphone. Donc, je ne pouvais pas venir quelque part pour déposer mon coffre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit dans le formulaire Indeed, hein, pour te dire, je me suis promis de ne plus jamais écrire de lettre de motivation parce que ça me fait chier. J'ai écrit une histoire d'un mec qui s'appelle Guillaume et qui se balade dans la rue, qui cherche un peu un boulot. Et il arrive à un moment dans une ruelle sombre un petit peu étrange où il y a une enseigne qui s'illumine par rapport aux autres et où il y a marqué dessus Artemus. Et il s'approche, il trouve ça intriguant et il voit à l'intérieur un espèce de cabinet de curiosité un peu bizarre, une boutique avec des trucs chelous à vendre dedans, genre des bocaux, des machins, des trucs avec des yeux dedans, enfin bref, des trucs un peu étranges d'antiquaire. Et il rentre dedans, et il y a un troll qui arrive, et qui le regarde et qui lui fait Vous êtes là pour le job? Et du coup, j'écris cette histoire, je le mets dans le formulaire, sans me présenter, sans donner quoi que ce soit, je donne juste mon adresse mail, et je l'envoie comme ça, sans contexte, rien du tout. Et les patrons ont kiffé. Les patrons m'ont demandé de venir sur place pour faire un entretien. Et l'entrée de notre escape game, c'est un cabinet de curiosité. Exactement comme je l'avais imaginé. Si c'est pas une coïncidence énorme. Et du coup, effectivement, on s'est super bien entendu tout de suite. Nos patrons, du coup, ont créé cette boîte et en fait, ils nous ont totalement laisser la liberté de créer notre espace de jeu, de créer notre manière de présenter les choses, de créer nos personnages, de nous investir totalement pleinement dans l'aventure. Et du coup, on est tous une équipe, je dirais même, on est tous une famille. Et on est extrêmement soudés et on veut porter la boîte et faire en sorte qu'elle fonctionne. Et du coup, on est super motivés et les retours que font les joueurs sont super cool aussi. On a que des bonnes notes, etc. On a des gens qui des fois sortent en disant mais vous êtes trop bien, vous êtes trop cool et tout, etc. Enfin, c'est super cool. On a très peu de gens qui en fait sont pas très contents. Et du coup, bah, quand on a très peu de gens qui sont pas très contents, bah, on le prend pas personnellement, c'est juste qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est tout. Mais globalement, effectivement, tout le monde adore ce qu'on fait et ça, c'est super motivant. Dans mon cabinet de curiosité, du coup, parce que dans notre accueil, dans notre cabinet de curiosité, il y a plein d'objets qui sont super bizarres, super louches, etc. Et j'ai des histoires à raconter pour tous les objets du cabinet. Je les ai inventés au fur et à mesure que les gens me questionnaient sur les objets. Genre au début, les gens ils me disaient c'est quoi ça? Et je fais alors ça c'est un truc. Et puis je commençais à improviser une histoire et au fur et à mesure comme ça a étoffé et j'ai une histoire à raconter sur tout. Et du coup, quelque part, je me dis que j'ai eu de la chance, mais que j'ai aussi provoqué des opportunités, et notamment provoqué des opportunités qui me parlaient, qui me ressemblaient. Si j'avais pas été voir cette entreprise en étant moi-même et en racontant un pavé avec un cabinet de curiosité, après je leur ai montré mon coffre, après enfin voilà on a parlé de tout et n'importe quoi. Si j'avais pas été moi-même, peut-être que je leur aurais pas parlé et peut-être qu'ils m'auraient pas recontacté. Si j'avais pas eu un coffre, peut-être que j'aurais pas essayé de faire ce coffre, peut-être que j'aurais pas rencontré plein de gens qui m'auraient donné encore plus de confiance en moi, qui m'auraient poussé dans un mood très positif, etc. Et peut-être que j'aurais pas eu le courage de faire justement cette espèce de pavé à la fin, peut-être que j'aurais pas eu le courage de me présenter. Pour te dire, j'étais tellement à l'aise que j'avais, le jour de l'entretien pour Artemus, j'avais oublié d'enlever mon vernis parce que j'avais pas pensé que je l'avais. Et du coup, ma chef, qui est féministe, a beaucoup kiffé mon vernis. Bah, par exemple, je vais au boulot en jupe. Et je joue avec mon personnage, du coup, mon personnage est un personnage un peu décalé, puisqu'avant c'était une patate et tout, et que maintenant il est un peu humain, et du coup il sait pas trop comment ça marche. Je joue beaucoup avec ça, et avec le fait que, effectivement, des fois les joueurs, quand ils arrivent, des fois ils voient que j'ai une jupe, des fois ils tiltent pas, des fois ils osent pas en parler, et des fois ils en parlent, et du coup je joue avec, soit je dis bah c'est une jupe. En général, ce que j'aime bien répondre aux gens, par exemple dans la rue, quand ils me questionnent, je leur dis est-ce que vous aimez cette jupe? Est-ce que vous la trouvez jolie? Ils me disent bah ouais, et je leur réponds bah moi aussi, et je pars. Et voilà, et c'est tout. Et en vrai, des fois, je suis un peu gêné. Au début, j'étais très gêné quand j'étais en jupe. Je regardais tout le monde, j'étais comme ça et tout.
J'étais focalisé sur le fait que les gens ils me voient pas ou qu'ils me voient. Et que d'ailleurs quand les gens ils me voyaient pas, j'étais vexé parce que je disais mais merde, regardez, j'ai mis une jupe, regardez-moi, j'existe. On se rend compte que tout le monde s'en fout. C'est nous-mêmes qui nous sommes foutus la pression dessus. En fait, les gens ils sont fatigués dans leur vie, donc ils vont pas s'emmerder à aller voir celle des autres. Je me sens bien, je me sens très très bien. Il y a encore plein de choses qui sont, par exemple, le fait de me sentir adulte ou le fait d'être organisé, parce que typiquement, je suis organisé, mais je procrastine sur mon organisation et je procrastine parce que il y a toujours un petit blocage, il y a toujours des petites choses comme ça, mais globalement, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Par exemple, je me suis monté sur scène il y a un an. Alors qu'il y a un an, j'étais quand même bien, je mettais des jupes, je sortais un petit peu en jupe. Il y a un an, j'aurais même pas pensé que j'aurais pu monter sur scène. Et en fait, j'ai eu l'opportunité à Woman Up de monter sur scène et j'ai commencé à me dire, mais t'as envie de monter sur scène, est-ce que tu vas y arriver? Et j'ai commencé à réfléchir dessus, je me suis fait violence, je me suis dit mais ça va aller, machin, etc. Et j'ai réussi à me convaincre que j'allais pouvoir monter sur scène et j'ai réussi à monter sur scène parce que j'étais dans un bon mood et du coup, ça me donne l'impression que il y a des choses qui vont être difficiles, il y a forcément des choses quand on les connaît pas ou quand on les a jamais faites qui sont difficiles, mais je sais que je peux y arriver parce que j'ai déjà réussi des choses que je pensais impossibles 3 mois avant. Avant, j'étais persuadé que je ne pourrais pas y arriver parce que j'avais jamais réussi. Maintenant, je suis persuadé que je peux y arriver parce que j'ai déjà réussi plein de choses que je pensais pas pouvoir faire. Et tiens, un autre truc qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que, en fait, à un moment, j'avais fait une formation pour devenir vendeur 4 étoiles. C'était dans le centre commercial à côté de chez moi. C'était pour être un vendeur qui était un vendeur qui vendait du rêve, euh, qui est donc était un bon vendeur, qui part. Enfin voilà. Et du coup, il y avait une notion de développement personnel dans cette formation qui me parlait beaucoup. Et on a rencontré notamment un homme, je sais plus comment il s'appelle, qui avait été 7 fois champion du monde de boxe et qui était devenu coach en développement personnel justement. Et il l'avait invité justement pour cette formation. Et du coup, lui notamment, pour l'anecdote, il tutoyait tout le monde et il avait rencontré le président de la République de l'époque et il l'avait tutoyé, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Et du coup, il nous avait dit un truc qui m'avait énormément marqué. Il nous avait dit, tout ce que vous avez échoué jusqu'à maintenant ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. Et ça a fait écho au fait que j'étais persuadé que tout ce que j'avais pas réussi à faire, le fait que j'avais fait de l'informatique et que j'avais pas réussi, le fait que j'avais fait du graphisme et que j'avais pas réussi, le fait que je cherchais du travail et que je ne réussissais pas, ça voulait dire que je n'y arriverais jamais, que c'était une preuve que je pouvais pas y arriver. Et en fait, non. Et en fait, j'ai fait du graphisme et j'ai appris énormément de choses en graphisme. Et aujourd'hui, à mon travail à Artimus, je fais du graphisme et je gère la page Facebook et je gère des trucs en graphisme, etc. Donc ça me sert, j'ai des notions d'informatique qui me servent ponctuellement de manière moins frontale, mais qui me servent quand même ponctuellement. Et j'ai appris tellement de choses et j'ai appris tellement de choses depuis que je suis né. Et ces choses, il faut pas les renier. Et par exemple, quand je joue à des jeux vidéo, quand je jouais à des jeux vidéo ou que j'aimais raconter des histoires dans ma tête, ça m'a permis de faire du game design aujourd'hui, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Par exemple, quand je jouais à des jeux vidéo, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce que j'aimais bien, ce jeu vidéo il est pas terrible parce que ceci, cela, et du coup je peux m'en servir maintenant que je crée du jeu et je fais des jeux de rôle avec les enfants ou avec les adultes et j'arrive à raconter une histoire et une histoire qui est pertinente parce que j'ai toujours été attentif à ça et parce que j'ai toujours aimé ça et tout ça, mais ça m'a appris plein de choses et ça me permet de m'en resservir. Il y a énormément de choses, je pense, dont on peut se resservir et quand on fait un CV et une lettre de motivation, mais on montre un dixième, peut-être un centième de ce qu'on est et de ce qu'on vaut et le CV et la lettre de motivation tels qu'ils sont faits aujourd'hui, je les trouve pauvres et je les trouve tristes et je trouve que ça ne te dit rien sur ce que tu es toi-même. Moi, par exemple, je m'imagine en tant que chef d'entreprise, par exemple chef d'entreprise de Artimus, il y a quelqu'un qui m'envoie un CV, une lettre de motivation telle que j'en aurais fait il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ça va pas me parler parce que je saurais pas qui est la personne. Je ne connais que les compétences qu'il a bien voulu me donner et je vois la lettre de motivation, ça me permet de savoir qui il sait écrire ou qui sait copier. Voilà. Ça me permet de savoir quand même un minimum s'il sait faire des phrases correctes ou quoi.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de lui, mais je sais pas comment il est, je sais pas ce qu'il aime, je sais pas ce qu'il ressent, je sais pas s'il aimera mon entreprise, je sais pas si il aimera le fait de discuter avec moi. J'ai pas de feeling avec lui, j'ai pas de voilà. Alors que s'il y a une personne qui vient sur place, que je discute avec lui, qu'on échange, que par exemple, typiquement, il arrive et il fait waouh, mais votre cabinet de curiosité, il est formidable, il est trop bien. Et là, je lui montre le truc, il fait mais c'est trop cool, j'ai trop envie de travailler ici. Ça ne transmet rien sur ses compétences, ça transmet rien sur sa manière de penser. Et rien que le fait, par exemple, qu'il aime mon travail, je trouve ça trop cool. Moi, j'ai envie de travailler avec lui justement parce que j'adore cet émerveillement, cette effervescence, etc. Alors, c'est personnel, mais il aura partagé quelque chose avec moi. Et même si peut-être que je le trouverais trop enjoué, bah au moins je le trouverai enjoué et ça transmettra quelque chose, je le connaîtrai un peu plus, j'aurai plus de connaissances sur lui. Et si à un moment je dois choisir entre le mec qui m'a transmis son CV et sa lettre de motivation dont je ne connais rien, et lui qui m'a transmis son CV, sa lettre de motivation ou pas, et qui m'a montré un peu qui il était de manière un peu plus personnelle, bah, j'aurai plus d'informations sur lui pour savoir si lui il me plaît. Et donc je pourrais choisir en connaissance de cause beaucoup plus. Donc il y a des chances que je le choisisse plus que l'autre. Mais bon, c'est très compliqué, ça va dépendre de plein de facteurs, de plein de milieux. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus factuels, etc. Mais je pense que dans tous les cas, on reste tous des humains. J'aurais envie de dire, si tu te sens mal, c'est peut-être pas, parce que on est extrêmement strict avec nous-mêmes, extrêmement, pas malveillant, mais on est extrêmement dur avec nous-mêmes. Et le meilleur moyen pour, enfin pas le meilleur moyen, mais un moyen pour te questionner, de savoir si tu es trop dur avec toi-même, c'est est-ce que tu dirais ou est-ce que tu ferais à toi ce que tu ferais à d'autres gens. Si par exemple tu te dis mais je suis nul, j'ai pas réussi mes études, du coup j'arriverai jamais à être graphiste, est-ce que tu le dirais à l'un de tes amis? Tu aurais ton ami en face de toi, tu lui dirais bah ouais, tu seras jamais graphiste, t'as jamais eu ton diplôme, donc franchement c'est mort quoi. Tu dirais jamais ça, tu vois. Et si tu le dis pas aux autres, pourquoi tu te le dirais à toi? Factuellement et émotionnellement, c'est plus compliqué, mais factuellement, pourquoi tu te le dirais à toi? Et tu es forcément toujours plus dur avec toi-même, ou il y a plein de gens qui sont comme ça, plus durs avec soi-même qu'avec les autres. Et c'est très triste. Et crois en toi. Et le plus compliqué, je pense, pour moi et pour plein de gens, c'est de réussir à être libre, libéré de la société et à être soi-même et à assumer d'être soi-même. Parce que tu n'auras jamais autant de valeur et autant de force qu'en étant toi-même et en créant du coup. Et là, je pense vraiment que tu peux créer autour de toi un microcosme, un monde qui te ressemble. Parce que, par exemple, typiquement, sur la question de l'écologie, il y a des gens qui créent des sociétés alternatives, des choses alternatives et tout, qui, on pourrait croire, n'existeraient pas, ne pourraient pas exister. Et en fait, ils réussissent à le faire parce qu'ils sont tous ensemble, parce qu'ils y croient, parce qu'ils le font, et ils réussissent à créer des circuits courts, des petits producteurs, des machins, etc., des trucs bio, etc. Et ils réussissent à faire ça. Et moi, au début, j'étais persuadé qu'il fallait que je m'adapte au monde parce que j'étais pas bon pour la société et qu'il fallait que je rentre dans la société. Et au final, j'ai réussi à être moi-même et j'ai réussi à trouver ma place dans cette autre côté. Et je pense que là, du coup, la société, c'est plutôt un spectre, tu vois, de le côté un peu capitaliste que j'aime pas du tout et le côté beaucoup plus partage, bienveillance qui me plaît beaucoup plus. Et en étant dans cette volonté de partage, en partageant de la bienveillance autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont renvoyé de la bienveillance et qui ont accepté la mienne. Et quand je suis arrivé face à mes patrons, parce que j'avais eu toute cette démarche de bienveillance, j'ai créé cette opportunité et les patrons m'ont renvoyé de la bienveillance et ils m'ont dit, toi, on te fait confiance et je te donne Artemus et fais-en ce que tu veux et crée des choses par rapport à ça. Et grâce au fait que j'ai été moi-même, j'ai eu un travail que j'aurais jamais pu espérer 3 ans avant parce que je n'imaginais pas, je n'envisageais pas que ça puisse exister comme ça. Alors qu'en fait, bah, il y a des gens qui sont comme nous et si tu réussis à trouver ta place, que ce soit au niveau des amitiés, des gens qui pourraient te ressembler au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, des gens qui pourraient te ressembler au niveau de l'amour, ou du travail, tu peux trouver ta place et il faut juste que tu réussisses à t'assumer, que tu réussisses à le revendiquer et à le montrer aux gens et à le montrer aux gens d'une manière qui soit vraie, peut-être parce que j'aime bien l'authenticité aussi. Et du coup, les gens, ils te renverront ça aussi et ils t'aideront aussi ou
te feront un cadre avec toi. Moi, tous mes amis, par exemple, tous mes amis, ils sont bienveillants, ils sont un petit peu dans le même mood que moi parce que effectivement, j'ai gardé les amis qui me ressemblaient et parce que je leur ai transmis cette bienveillance, effectivement.